Maintenant, regardez, je vais vous expliquer ce que ça veut dire une réplique. Donc, je crois qu'on l'a déjà expliqué hier. Une réplique, c'est tout simplement lorsque un personnage prend la parole sur scène. Qu'elle soit longue, qu'elle soit petite, que ce soit un oui, que ce soit un non, ça s'appelle une réplique. Donc, c'est un nom féminin. C'est la prise de parole d'un personnage sur scène. À chaque fois qu'un personnage parle, c'est une réplique. Et là, je crois qu'il n'y a pas de confusion à faire. Regardez maintenant la répartie qui ressemble un peu à l'aparté. C'est un nom féminin, une brève réplique, elle est courte, envie de faire une remarque, une critique, sous forme d'une petite pensée de valeur, d'esprit, de sublime, d'agression. Donc là, ça s'applique sur ce passage que je vous ai tout à l'heure montré. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Regardez, c'est un peu agressif, c'est vrai. Oui, c'est un peu agressif. C'est bon, sublime là. C'est une pensée, une petite pensée de valeur. Oui, c'est vrai, c'est une pensée de valeur. C'est l'éducation d'esprit. Bon, c'est une bonne réflexion de quelqu'un qui est adulte. Et c'est une critique, c'est une remarque qui est normalement faite à Antigone, mais via le spectateur. Bon, l'aparté, je crois que je vais chercher un autre exemple. Je ne l'ai pas encore trouvé. Pour bien vous expliquer l'aparté, je le ferai lorsque j'aurai expliqué tous les autres mots. Bon, la répartie, la tirade. La tirade, on l'a expliqué hier. C'était juste des petits messages sur WhatsApp. Non, maintenant c'est une vidéo, que ça doit être clair. La tirade, donc, c'est un nom féminin, c'est sûr. C'est une longue réplique. Elle sert à informer, à expliquer, à convaincre ou à émouvoir. Bon, informer, c'est donner des informations. À expliquer, c'est expliquer à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, ou qu'il n'a pas pu assimiler. Vous lui parlez, il ne comprend rien. À convaincre, peut-être c'est pour changer l'idée d'un autre qui est là sur quelque chose. Donc c'est pour redresser aussi une idée qui est fausse. Ou émouvoir, c'est pour faire bouger les sentiments chez quelqu'un. C'est ce que font les garçons en général pour les filles, pour les faire tomber dans leur amour. Ils font des longues répliques, de longues réflexions pour leur montrer qu'ils les aiment et tout ça et tout ça. Et les pauvres filles qui sont émues par ces bons acteurs de garçons et qui tombent, les pauvres, elles tombent amoureuses. Je les plains. Bon, émouvant. Regardez, on a déjà fait le dernier jour d'un condamné. Tous les discours en général, toutes les réflexions faites par Victor Hugo en représentation des réflexions d'un condamné à mort, c'est pour toucher le cœur des responsables, surtout lorsqu'il s'agit de cette fameuse lettre qu'il a écrite à sa fille. Il veut émouvoir et les spectateurs, les lecteurs, pardon, et les responsables pour changer ces lois. Cette loi, cette fameuse peine capitale ou condamnation à mort. Donc ici, c'est pas Victor Hugo, c'est une pièce de théâtre. Lorsque quelqu'un parle longuement, c'est sûr, c'est pour l'une de ces raisons. Je vais vous donner des exemples. Bien, regardez maintenant cette longue tirade de crayon avec la panoplie de didascalie. Bon, regarde crayon, la regarde, et mais regardez comme c'est long. Et ça continue jusqu'à la page suivante. Ça fait 2 pages et quelques. Regardez, là, au début, il est en train de l'attaquer un peu, à l'orgueil de Deep. Tu es l'orgueil de Deep. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, c'est-à-dire tu ressembles à ton papa. Je te crois, tu as dû penser que je te ferais mourir. Bon. Et l'humain vous gêne, entoure la famille, tout en tête, mort, tuer votre père et coucher avec votre mère. Bon, il lui rappelle toute l'histoire du mythe d'Oedipe et que tu es l'enfant
d'une famille maudite, bien sûr. Quel breuvage, les mots qui vous condamnent. Bon, jusqu'à maintenant, il est en train de lui rappeler son histoire. Là, il fait une comparaison. Eh bien, non, ces temps sont révolus pour Thèbes. À Thèbes, moi, maintenant, je suis prince, crayon, Dieu merci, mes deux pieds par terre, mes mains enfoncées dans mes poches. Les poches, bien sûr. Là, c'est un anachronisme parce que les poches n'existaient pas dans les vêtements à l'époque des Grecs et des Romains. Bon, c'est pas grave. Et regardez là, il est en train, c'est-à-dire je suis le maître, je suis le roi, ce n'est même pas une aventure. Et si demain un messager crasse se dévale au fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr, non plus de ma naissance, je le prierai simplement de son... Bon, dans le messager et tout ça. Regardez cette didascalie à l'intérieur du discours, il a été à elle, c'est-à-dire il s'est dirigé vers elle, il lui prend le bras. C'est-à-dire pour montrer que c'est comme si c'est son père, c'est son tuteur, si vous voulez. Alors, écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit. Mais tu as 20 ans, c'est-à-dire tu es grande. Et il n'y a pas longtemps encore, tout cela serait réglé par du pain sec et une paire de gifles, c'est-à-dire la punition. Regardez la didascalie, il la regarde souriant. Alors là, il devient un peu souriant, c'est-à-dire il va essayer de l'adoucir et pour lui changer d'avis. Te faire mourir, tu ne t'es pas regardé moineau, hein, petits oiseaux. Tu es trop maigre. Grossis un peu plus tôt pour faire un gros garçon à moi, c'est-à-dire marie-toi et fais un bébé à mon fils. Thèbes a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi et tout de suite faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres, c'est-à-dire les gardiens. Et il va les tuer, bien, le faire disparaître. Allez, va! Tu me foudroies pas comme cela du regard, et ne me foudroie pas comme cela du regard, tu me prends pour une brute. C'est entendu, tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. C'est-à-dire, il essaie de lui faire bouger un peu les sentiments. Je suis comme ton pater, quand ton père. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait ce cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone, regardez cette didascalie, Antigone ne répond pas, elle va sortir, il l'arrête. Je crois que vous avez compris là, il lui fait toute l'histoire de son père, il essaye d'être un peu dur, puis après il essaye d'être un peu doux, très doux quand même, et qu'il se soucie de son sort et qu'il veut qu'elle vive heureuse comme une princesse. Bon, maintenant je vais vous expliquer ce que ça veut dire un polylogue. Un polylogue, c'est un nom masculin bien sûr. C'est un dialogue à plusieurs voix en même temps. C'est ce qu'on appelle aussi une cacophonie. Mais normalement, quelle est l'utilité d'un polylogue sur une scène? Poly, ça veut dire plusieurs. Log, c'est des discours, c'est des dialogues. C'est-à-dire, on pourra avoir par exemple, quatre personnages sur scène, A, B, C, D. Le A et le B, ils parlent entre eux, ils font un dialogue. Le C et le D, ils font en même temps un dialogue entre eux. Ils ne vont pas parler en même temps parce que pour le spectateur, c'est mauvais à suivre. C'est pourquoi ça s'appelle une cacophonie. Cacophonie, c'est un bruit, on ne comprend rien. Mais là, pourquoi le polylogue sur scène de théâtre? Par exemple, le A, il pose une question. Normalement, qui doit lui répondre? C'est le B. Or, le dramaturge, celui qui écrit la pièce, qu'est-ce qu'il fait? C'est le C qui va donner la réponse à D. Mais normalement, cette réponse, c'est la réponse à la question du A. Et la réponse du B, qui est normalement adressée à A, c'est comme si c'est une sorte de réflexion pour le C. C'est le D, normalement, qui doit dire cette réponse. Et vous avez un va-et-vient entre les deux dialogues. On peut avoir trois dialogues, pourquoi pas. Et normalement, pourquoi quelques auteurs ils font ça? C'est pour montrer que il y a des dialogues qui s'interposent. C'est-à-dire, je peux faire
premier dialogue, papier-calque sur le deuxième dialogue, ça marche très bien. La question de A, c'est comme la question de C. Et la réponse de B, c'est comme la réponse de D, mais avec des différences. On fait ça lorsqu'on veut normalement rire. C'est dans la comédie en général. Je crois que c'est clair. Hein. Donc le polylogue, on ne le fait pas gratuitement. C'est un peu dur en fabrication, mais c'est faisable. Regardez maintenant le dramaturge. Le dramaturge, c'est tout simplement... pour le polylogue, on n'a pas un exemple ici dans Antigone. Le dramaturge, c'est qui? Bon, c'est un nom féminin. C'est un nom masculin. C'est l'auteur de pièces de théâtre en général. C'est celui qui écrit des pièces de théâtre. Par exemple, Anouilh, c'est un dramaturge. Comme lorsqu'on parle d'un poète en poésie. Bon, quelqu'un qui écrit de la poésie, on l'appelle un poète. Quelqu'un qui écrit de la prose, on l'appelle un écrivain. Moi, je connais... il y a plusieurs auteurs qui ont toutes ces appellations en même temps. Par exemple, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un dramaturge. Il écrit des pièces de théâtre. C'est un poète. Il a écrit des recueils de poésie. Et c'est un écrivain parce qu'il a écrit beaucoup de romans, beaucoup d'histoires en prose. La prose, c'est un texte normal, ce qu'on appelle en arabe un nathar. Bon, maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire une scène. Comment on le sait? Vous avez peut-être fait le bourgeois gentilhomme l'année dernière. Le bourgeois gentilhomme, il est divisé en, si vous voulez, moi je vais dire chapitres. Bon, on ne les appelle pas des chapitres dans une pièce de théâtre. Dans un roman, oui. Mais dans une pièce de théâtre, ça s'appelle des actes. Regardez là. Un acte. Un acte. Voilà, il est là. Pardon. Je vais vous le montrer. Voilà, un acte. Donc c'est quoi une scène? Une scène, c'est une partie d'un acte. Lorsque vous avez fait le bourgeois gentilhomme, vous trouverez acte 1. Dans l'acte 1, vous trouverez scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Et une scène, c'est quoi? C'est des dialogues. Un dialogue ou des dialogues entre deux personnages ou plusieurs personnages. Voilà, c'est une scène. Lorsque les personnages, ça change, donc c'est une autre scène. Mais elles sont regroupées sous un acte. On n'a pas ça ici dans Antigone. C'est juste pour connaître ce que ça veut dire une scène. Généralement, la scène, elle est marquée par quoi? Par l'entrée ou la sortie d'un personnage ou plusieurs personnages. Là, on a ça dans Antigone. Regardez, faites attention, dans Antigone, si vous la lisez progressivement, vous ne trouverez pas séparé par des mois. Scène 1, scène 2, scène 3, scène 4 et tout ça. Mais vous allez voir qu'il y a la sortie d'un personnage, l'entrée d'un autre, de plusieurs, 2, 3, ça dépend. À chaque fois qu'un personnage entre, ou plusieurs entrent, ou qu'un personnage sort, ou plusieurs sortent, alors là, c'est le changement vers une nouvelle scène. Je vais vous donner un exemple. Regardez là, vous avez le prologue qui sort avec tous les personnages. Ils sont sortis un, le prologue disparaît aussi. Mais il y a l'arrivée d'Antigone, suivie de la nourrice. Là, c'est une nouvelle scène. La nourrice et Antigone discutent. Regardez, elles discutent. Elles discutent toujours. Ça, c'est une scène. Jusqu'à maintenant, la scène n'est pas interrompue. Regardez ici.
Antigone, elle parle avec la nourrice, nounou, nounou, et tout ça, elle l'embrasse et tout ça. Mais là, entre Ismène. Ismène entre dans la pièce. Donc la première scène, elle est finie ici, jusqu'à ce petit soir, que je sois petite ce matin. Là commence une nouvelle scène entre Ismène, Antigone et la nourrice. On a donc trois personnages maintenant. Regardez, elle est petite cette scène, hein, c'est une seule page. Qui sort ici, c'est la nourrice. Elle sort vite. Là, c'est une autre scène qui est entre Ismène et Antigone. Et elle parle longuement, longuement, longuement. Vous avez le thème de la mort, la punition, le tragique qui arrive. Ils vont nous tuer, ils vont... Antigone, Ismène, Antigone, Ismène. Et là, vous avez la nourrice entre. Là, c'est la fin de cette scène. Hein. Pauvre Ismène. Et puis après, une autre scène qui continue, et ainsi de suite. Je crois que c'est clair pour la division d'Antigone en scène. C'est pas évident comme des chapitres, si vous voulez, dans un roman, ou comme des parties, partie 1, partie 2, partie 3. Mais avec les didascalies, on peut diviser en scènes différentes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'intermède? C'est un nom masculin, un intermède. C'est un divertissement, une représentation à l'intérieur ou entre les actes d'une pièce de théâtre, les parties d'un spectacle dansant ou chantant. Tout simplement, l'intermède, je vous fais référence au bourgeois gentilhomme. Vous avez des actes et des scènes. Parfois, lorsque un acte est sur le point de finir, dans le bourgeois gentilhomme, il y a le maître chanteur et le maître danseur qui font de la musique et qui chantent. C'est ce qu'on appelle l'intermède. Un intermède. À chaque fois, c'est un intermède. Donc, c'est les parties d'un spectacle dansant ou chantant. Là, vous n'avez pas ça dans Antigone, mais c'est pas mal de le connaître. Et regardez ce mot-là un petit peu. L'asticomiti. Prononcez-le bien. C'est pas sticho, c'est l'asticomiti. C'est un sticomiti. C'est un nom féminin. C'est un dialogue en théâtre, mais en vers chanté, comme Antigone de Sophocle. Toutes les pièces de théâtre de Sophocle, c'est en latin, c'est écrit en latin. C'est chanté, c'est des vers de poésie. En général, c'est des alexandrins, c'est-à-dire les vers, ils sont au nombre de 12 syllabes. Je crois que vous avez fait ça en poésie. Donc, c'est un dialogue chanté. Hein. Normalement, on le fait jusqu'à maintenant dans ce qu'on appelle l'opéra. L'opéra. Maintenant, ça existe en Italie, à Rome. L'opéra et le théâtre, il est disposé d'une certaine manière. Hein. Vous avez des étages, des balcons avec des étages les uns sur les autres. Il a gardé cette manière de construction de chez les nobles d'il y a longtemps. Parfois, on a des jumelles, des petites jumelles avec lesquelles on essaie de voir. Et bien sûr, les personnages qui présentent la pièce, c'est ce qu'on appelle des ténors. Ils ont une voix spéciale. Hein. Les hommes, ils ont une voix très très grave. Oh! Et les femmes, elles ont une voix très 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 aiguë à casser les verres lorsqu'elles crient. Je sais pas, moi je peux pas le faire. Donc c'est des gens qui ont des cordes vocales spéciales pour faire ce type de dialogue en théâtre chanté, en vers, hein, en poésie. Bon, notre leçon d'explication, elle est finie. On va essayer de faire, au fur et à mesure, lorsqu'on va lire les pièces,
on va faire comme des sortes d'exercices pour essayer de voir ces mots-là qu'on vient d'expliquer et pour nous familiariser avec les formes des différentes appellations de ce vocabulaire du théâtre. Merci et à la prochaine. Bon, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, posez vos questions. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que vous ne vous rassemblez pas sur WhatsApp en même temps, c'est-à-dire faire 1 heure complète. Tous les élèves doivent être présents. Bon, moi, je ne peux pas contrôler si vous êtes présents. Je fais les vidéos, comme ça ceux qui ne sont pas présents, ils vont voir cette vidéo, ils vont comprendre de quoi il s'agit même s'ils ne viennent pas à temps. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.